Comment ça se passe l'école en prépa? Les cols, ce sont des oraux que l'on passe par groupe de 3, c'est un groupe en général qui reste inchangé tout au long de l'année. Une colle, ça dure 1 heure et on en a 2 par semaine. Ça peut être n'importe quand dans la semaine et ça change à chaque fois. Pour l'école de maths, ça consiste en un oral que l'on passe au tableau devant ce qu'on appelle un colleur, qui peut être un prof, un autre prof de prépa, un prof de fac, un prof de lycée, voire même un étudiant. En début d'heure, il nous donne une petite feuille. Sur cette petite feuille, on a 1 ou 2 questions de cours qui sont directement issues de ce qu'on appelle le programme de colle, qui nous est fourni évidemment en amont par notre professeur. Les questions de cours, c'est souvent des théorèmes à réciter, et dans la plupart des cols, on a aussi un théorème que l'on doit démontrer. Évidemment, la démonstration, on l'aura apprise en cours. Et en plus des questions de cours, on a aussi quelques exercices d'application. À la fin de la colle, le colleur nous dit ce qui va et ce qui ne va pas, et il nous donne une note. Pour l'école de physique et d'informatique, c'est globalement la même chose. Pour l'école d'anglais, c'est un peu différent, parce que là, on passe en individuel. On a souvent un compte-rendu de texte ou d'audio à effectuer, avec derrière une petite réflexion argumentée. Pour l'école de français, c'est aussi en individuel, avec souvent un texte à analyser. Comment ça se passe les concours pour les grandes écoles? L'objectif principal de la prépa, c'est évidemment de nous préparer au concours pour rentrer derrière dans les grandes écoles. Le fonctionnement est super simple. À la fin de la deuxième année, généralement fin mars, début avril, c'est le début des épreuves écrites. Une épreuve écrite, bon, ça dépend des matières et des écoles, mais en général, ça dure entre 2 et 4 heures. Et c'est à peu près comme pour le bac, on a des exercices avec souvent quand même 1 ou 2 gros problèmes qui prennent pas mal de temps. Ensuite, on a une phase de révision des oraux. Pendant cette période, on retourne en cours et on révise les oraux avec nos professeurs. Ça consiste à s'entraîner sur plein de petits exercices que l'on a l'habitude de faire évidemment dans l'école. Arrive le début du mois de juin où là les résultats des écrits tombent. Et ces résultats d'écrits nous permettent de savoir si on est admissible ou non. Admissible, ça ne veut pas dire admis. Admissible, ça veut simplement dire que l'on va être convoqué pour passer des oraux. Et une fois que tu es convoqué aux oraux, là en général tu dois te déplacer un peu dans toute la France, Paris, Lyon, Strasbourg. En général c'est pour passer les oraux dans les écoles qui t'intéressent. Et là le fonctionnement c'est à peu près comme l'école, à part l'oral de TIPE, et les résultats définitifs tombent pendant le mois de juillet. C'est quoi le TIPE ? Le TIPE, ou Travail d'initiative personnelle engagé, c'est un projet qui se déroule sur tes 2 ans de prépa, ou plutôt sur 1 an et demi, parce que ça commence à partir du second semestre de la première année, qui consiste grosso modo à faire des recherches sur un sujet précis. Le thème il change évidemment chaque année. Moi quand j'étais en prépa, mon thème c'était la ville. Au moment où je tourne cette vidéo, le nouveau thème c'est jeux et sport. Bref, tu vois, ça varie énormément. Et le but c'est de proposer un exposé à la fin de ta 2e année, avec évidemment une problématique que tu auras choisie, et cet exposé tu devras le présenter au jury des grandes écoles lorsque tu passeras tes oraux. Effectivement, dans la plupart des écoles d'ingénieurs, il y a toujours un oral consacré au TIPE qui consiste en la présentation de ton projet avec derrière une phase de questions et d'échanges avec le jury. Finalement, ça ressemble beaucoup au grand oral du bac. C'est quoi les écoles d'ingénieurs ? Les écoles d'ingénieurs, que l'on appelle parfois les grandes écoles pour être plus général, ce sont des écoles parfois diplômantes qui forment directement à un métier spécifique. Si on les appelle écoles d'ingénieurs, c'est pas pour rien, c'est parce que en général ce métier ça va être le métier d'ingénieur. Mais ingénieur finalement c'est très général, il y a un peu des ingénieurs en tout. Il y a des écoles très généralistes qui proposent des cours de maths, de physique, de chimie, de sciences de l'ingénieur et d'informatique. Et il y a certains cursus beaucoup plus spécifiques où tu n'auras que des maths et de l'informatique par exemple. On a aussi d'autres grandes écoles comme par exemple l'ENS, qui forment quant à elles plutôt au métier de professeur en général pour les profs du supérieur. On a aussi d'autres écoles plus orientées économie, comme par exemple l'ISFA qui est une école d'actuariat. Comment on sait si on est pris en 2e année de prépa ? Finalement, la prépa, ça ressemble beaucoup au lycée. On est dans des classes de petits effectifs, je mets des gros guillemets parce qu'on commence en général la première année avec 45 étudiants, mais c'est pas comme à la fac où on est dans des amphithéâtres avec plus de 200 personnes. Et au lycée, tous les trimestres, tu as des conseils de classe, où les professeurs parlent évidemment de ton niveau, de ce qu'ils te conseillent pour t'améliorer, et évidemment, en général, ils te disent si tu as accepté l'année prochaine ou si tu dois redoubler ou choisir d'autres options, spécialités, etc. Mais en prépa, c'est exactement la même chose, à la différence près que les conseils de classe, c'est pas tous les trimestres, mais tous les semestres. Autrement dit, il y en a 2 par an. C'est donc au second conseil de classe de la première année qu'on te dit si tu es accepté ou non en 2e année. En plus de ça, en général, on te précise si tu es accepté en classe étoile ou non. Et je te rassure, en général, quasiment tout le monde est accepté. Il faut juste ne pas avoir un gros manque de motivation. Est-ce qu'en prépa, on a le temps d'être impliqué dans la vie lycéenne ? Au lycée, il y a de nombreux organismes qui te permettent d'être impliqué dans la vie de ton établissement. On a quasiment dans tous les lycées ce qu'on appelle le CVL, le conseil de vie lycéenne. Ça permet à des élèves et à des adultes de se réunir régulièrement pour mettre en place certains
projets afin d'améliorer la vie des élèves au lycée. On a aussi souvent la MDL, la maison des lycéens, qui fait globalement la même chose, et on a aussi la possibilité d'être délégué de classe. En prépa, c'est possible. On peut aussi être délégué de classe, personnellement je l'étais en deuxième année. Très honnêtement, ça n'implique pas grand chose, tu dois juste être présent aux 2 conseils de classe, waouh, 2 dans l'année, et de temps en temps on va aussi te donner un petit rôle, par exemple de distribuer les photos de classe. Mais quand même, être délégué de classe en prépa, c'est intéressant à mettre sur un CV. Tu peux aussi t'inscrire aux élections du CVL, même si très honnêtement en prépa, je pense pas que t'aies le temps de t'impliquer au CVL. Ou être membre du conseil de discipline. En ce qui me concerne, j'étais aussi membre, bon, suppléant certes, mais quand même, j'étais membre du conseil de discipline. Et je n'ai jamais été appelé de toute l'année, mais bon, ça c'est pas grave. C'est quoi la classe étoile ? La classe étoile ou la classe étoilée, c'est simplement une classe avec un niveau plus élevé. Cette classe n'est accessible qu'à partir de la 2e année et elle réunit les étudiants les plus forts, les plus performants. Ça a pour but évidemment de les préparer à de meilleurs concours que la classe non étoilée. On va donc leur donner souvent plus de travail, être plus exigeant avec eux, les cours vont aller plus vite donc on va être plus dense. Alors les programmes ne sont pas différents et quand même les profs auront souvent plus le temps de travailler d'autres choses, souvent des choses hors programme avec la classe étoile. Donc si à la fin de ta première année, tu penses avoir un très bon niveau, faut surtout pas hésiter à demander la classe étoile. Ça ne pourra que te pousser vers le haut. Est-ce que les profs en prépa sont sympas ? Alors vu que c'est pas improbable qu'il y ait un de mes profs qui tombe sur cette vidéo, je suis obligé donc de dire oui. En réalité, le but d'un professeur, ce n'est pas d'être sympa, il doit surtout être performant d'un point de vue de la pédagogie et aussi connaître un minimum son sujet, il faut qu'il sache ce qu'il raconte. Les profs en prépa ne sont pas nécessairement sympas, ils sont surtout là pour nous pousser, pour nous encourager. En prépa, on est en fait très proche de l'équipe pédagogique. C'est même d'ailleurs pas rare d'organiser des projets entre étudiants, mais en incluant aussi les profs. Par exemple, les interclasses, qui consistent à organiser des tournois sportifs, ça se déroule pas que entre étudiants. Parfois, on a certains de nos profs qui se rajoutent dans nos équipes et c'est assez marrant. Les profs sont même souvent invités à nos fêtes, que l'on appelle les soifs. Donc en fait, même si c'est pas ce qui compte le plus, franchement oui, les profs de prépa, ils sont globalement sympas. Est-ce qu'on a le temps de faire du sport en prépa ? En général, dans l'emploi du temps, il y a toujours une petite case réservée au sport. Après, ça dépend des prépas. Dans certaines prépas, le sport n'est pas du tout obligatoire, donc en fait, on y va quand on a envie d'y aller. Dans l'emploi du temps, c'est seulement indiqué quand est-ce que les portes du gymnase sont ouvertes, mais dans d'autres prépas, le PS est obligatoire. Dans les prépas où c'est facultatif, franchement, faire un peu de PS, ça peut pas te faire de mal. Évite quand même d'y aller lorsque tes semaines sont extrêmement chargées. Ça arrive, certaines semaines sont plus chargées que d'autres, avec des programmes de colle parfois beaucoup plus conséquents. Donc ça, évidemment, c'est à toi de gérer ton temps comme tu le souhaites. Est-ce que l'informatique de prépa ressemble beaucoup à l'informatique de NSI ? En NSI, au lycée, on fait quand même beaucoup de pratiques. Moi, je me souviens qu'en NSI, que ce soit en première ou en terminale, je passais quasiment toute l'heure sur l'ordinateur. En prépa, c'est très différent. Déjà, de la pratique, tu ne vas en faire que 2 heures toutes les 2 semaines. Donc déjà, de ce point de vue-là, c'est quand même très différent. Ensuite, en ce qui concerne le programme, les cours, là aussi, ça va être très différent. Au lycée, ça va quand même être beaucoup basé sur l'aspect pratique des choses. Tu vas apprendre à utiliser un langage de programmation, Python, HTML, SQL, mais en prépa pas du tout. À la limite, le premier chapitre de la première année, ça va être apprendre les bases du C ou du OCaml, et le reste de tes 2 ans de prépa, ça va être consacré à l'informatique théorique. Autrement dit, à des choses qui n'ont rien à voir avec l'informatique pratique que tu fais sur ordinateur. En prépa, on parle par exemple de théorie des langages, de théorie des jeux, d'intelligence artificielle. On avait aussi des chapitres de logique, où on apprenait par exemple comment faire une démonstration. Oui, il y avait un chapitre pour apprendre à faire une démonstration. Donc tu le vois, rien à voir avec la NSI. Tu bossais combien de temps chaque soir ? Le temps de travail le soir, ça dépend vraiment de si la semaine est chargée ou non. Il y a certaines semaines avec des programmes de colle grands comme le Burj Khalifa, et au contraire d'autres semaines où il y a quasiment rien. Je dirais que si je devais faire une moyenne, je bossais environ 3 heures tous les soirs. La matière que je bossais le plus, c'était évidemment les maths, parce que déjà c'est la matière où on avait le plus de travail. Je bossais aussi pas mal l'informatique, surtout les semaines où on avait des cols. Des cols d'informatique, on en avait environ une par mois, et souvent les cols d'informatique, elles sont super dures à travailler, parce que le fait qu'on en ait qu'une par mois, ça fait que les cols portent sur des chapitres qui datent de jusqu'à 2 mois avant. En ce qui concerne la physique, j'avoue, je me sentais pas trop concerné parce que je savais que j'allais pas en faire après ma prépa. Donc honnêtement, la physique, je bossais vraiment le strict minimum, juste histoire d'avoir une note pas trop pourrie en colle. Et à la limite, j'apprenais quand même les formules les plus importantes pour les DS. C'est vrai qu'avec le recul, en 2e année, en fait, j'avais de meilleures notes en physique qu'en maths. Et même d'ailleurs, l'école de maths, plus je les bossais, moins j'avais de bonnes notes. Oui, c'est vrai, c'est pas logique ça. Quelle est la meilleure technique pour travailler les cols ?
Il n'y a pas tellement de meilleure technique, ça dépend de chacun. Mais en tout cas, moi je vais te donner ma technique. C'est une technique que j'ai mise en place assez rapidement lors de ma 2e année, et qui honnêtement portait plus ou moins ses fruits, parce que finalement j'ai l'impression que plus je bossais mes cols, moins j'avais de bonnes notes. Mais en théorie, c'est une technique qui devrait fonctionner. Pour l'école de maths, tu le sais sûrement, on a ce qu'on appelle un programme de colle que notre prof de maths nous fournit quelques jours avant la colle. Ce que je faisais, c'est que je prenais une feuille blanche, je prenais mon programme de colle et mon cours, et je recopiais rigoureusement toutes les propositions et les théorèmes du programme de colle sur cette feuille blanche. Et en dessous de chaque proposition et chaque théorème, je recopiais aussi la démonstration, puisqu'en général en colle, on nous demande toujours une démonstration. Et à partir de là, j'analysais la démonstration que je venais de recopier, et je faisais juste en dessous de la démonstration un résumé de la démonstration. Et j'essayais toujours de faire en sorte que le résumé de la démonstration fasse au moins 2 fois moins de lignes que la démonstration en entier. À partir de là, je relisais entièrement tout ce que j'avais fait. Ensuite, je mettais cette feuille de côté, puis je répétais à voix haute tout ce dont je me souvenais, avant de reprendre une nouvelle feuille sur laquelle je réécrivais toutes les propositions et toutes les démonstrations que je venais d'apprendre. Et cette dernière étape, pour bien apprendre les démonstrations, il faut évidemment la faire plusieurs fois, donc ça m'arrivait de les faire 2, 3, voire même 4 fois, lorsqu'il y avait certains théorèmes un peu costauds. C'est vrai que c'est un enfer la prépa. C'est vrai que la prépa, par rapport au lycée, on peut pas dire que ça sente vraiment la rose. Enfin, franchement, en prépa, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais vraiment travaillé, puisque la plupart des gens qui sont en prépa, c'est des gens qui avaient des facilités, et beaucoup se reposaient énormément sur leurs acquis au collège et au lycée. Et c'était d'ailleurs mon cas. En terminale, je n'ai jamais ouvert mon cahier de maths. Et donc, arriver en prépa, c'est sûr que ça peut paraître un enfer pour beaucoup de personnes. Mais il y a beaucoup de choses qui font que la prépa, c'est pas vraiment un enfer. Tout d'abord, il y a un fort esprit d'entraide en prépa. On se serre tous les coudes, on s'entraide quand il y a besoin. Il y a aussi souvent des sorties et des fêtes qui sont organisées entre étudiants. Et puis ce qui est bien en prépa, c'est qu'on a tous un objectif. On a tous envie de réussir nos concours. Ou pour ceux comme moi qui passent pas de concours, on a tous envie de réussir nos projets. Et on sait tous que les étudiants de prépa ont été recrutés parmi les meilleurs étudiants. Donc on sait tous qu'on est bon et qu'on aura un bel avenir. Et c'est vraiment cette perspective-là qui nous fait tenir. Peut-on faire un job pendant la prépa ? Pendant les périodes scolaires, franchement, non, tu n'as pas le temps de faire un job. Du moins, tu n'as pas le temps le soir. Il y a certains soirs où tu vas finir à 19h à cause des cols, et avec tout le boulot qui t'attend en général pour le lendemain, les cols à réviser, parfois les DS, parfois aussi les exercices à faire, sans compter les DM à rendre. Une semaine en prépa, ça peut vraiment être très variable, donc tu ne peux pas vraiment caler de job durant la semaine. En revanche, le week-end, en général, tu peux t'accorder un peu de temps libre, et pendant ce temps libre, tu peux évidemment faire un job. Et franchement, je te déconseille de passer plus de 2 heures par week-end à faire ton job. Parce qu'en général, même le week-end, on te donne beaucoup de travail en prépa. Donc à la limite, la meilleure chose que tu puisses faire en prépa pour gagner un peu d'argent, c'est soit donner quelques cours particuliers, soit faire comme moi et te lancer sur les réseaux sociaux. Après, pendant les vacances, crois-moi, tu as vachement envie de décompresser. Je connais peu de personnes en prépa qui ont fait un job d'été entre leurs 2 années de prépa. Il y en a, mais c'est rare. Et même pendant les vacances d'été après tes 2 années, franchement, là non plus, je pense que t'as pas trop envie de faire un job d'été. T'auras plutôt envie de décompresser après cette longue et difficile période de concours. Et faire un job pendant tes semaines de prépa, non, t'oublies ça tout de suite. Faut-il s'entraider en prépa ou avoir un esprit concours ? Ce qu'on appelle l'esprit concours en prépa, c'est un peu cet esprit de ne pas aider les autres, de penser qu'à soi, de se la jouer un peu solo, dans le but évidemment de mieux réussir ses concours que ses camarades. Ah oui, finalement ça peut paraître logique, puisque les concours, ce qui compte, c'est pas que ta note à toi, c'est aussi la note des autres. Ce qui compte, c'est le classement. Mais on va être très honnête, cet esprit concours, il n'existe pas vraiment. En tout cas, pas dans les lycées de province. Peut-être qu'il est un peu plus présent dans les grandes prépas parisiennes, parce que là, le niveau est quand même vachement plus exigeant. Mais la meilleure façon de réussir en prépa, c'est quand même de s'entraider. Puisque lorsqu'on s'entraide, on se tire tous un peu vers le haut. Et c'est aussi bien de faire des échanges de bons procédés. Par exemple, moi, je suis vraiment nul en physique, et j'ai aussi un pote qui avait quand même pas mal de difficultés en maths. Donc ce qu'on faisait, c'est assez simple. Moi, je l'aidais en maths, et en échange, il m'aidait aussi un peu en physique. Et il y a que comme ça que ça peut marcher. On est combien dans une salle de classe en prépa ? Alors ça peut être très variable parce que ça dépend vraiment de la filière. Moi, en première année, j'étais en MP2I. C'était une nouvelle prépa qui venait d'inaugurer. Et dans ma classe en première année, en tout cas en début d'année, on était 45. Du moins, officiellement, on était 46, mais il y a une personne qui n'est jamais venue. 45, ça peut paraître énorme, mais très honnêtement, les salles de classe sont assez bien organisées. Il y a suffisamment de tables, suffisamment de chaises. Franchement, c'est correct. Mais évidemment, au fil de l'année, il y a beaucoup de gens qui se démotivent, beaucoup de gens qui prennent peur, qui abandonnent. Finalement, aux vacances de la Toussaint, on n'était plus que
43. Et après le premier conseil de classe, il y a beaucoup de gens qui ont abandonné, qui sont partis à la fac, et finalement on n'était plus que 39. On a donc fini l'année à 39, même si honnêtement il y avait certaines personnes qui étaient presque tout le temps malades, donc on n'était jamais 39 dans la salle. En général ça tournait plus autour de 37, sans compter l'épidémie de Covid et les cas contacts qui ont fait qu'on a passé des jours à 20, et avec les gens qui ont abandonné à la fin de la deuxième année ou qui n'ont pas été acceptés, eh bien en deuxième année on est passé à 35. Est-ce qu'il y a des fêtes en prépa ? Bien que les étudiants à la fac sont quand même vachement réputés pour être de sacrés fêtards, je te rassure, les étudiants de prépa aussi. Alors je parle pas que des fêtes, je parle aussi des sorties qui sont organisées dans des bars, des tournois de basket, des tournois de foot, parfois même des tournois de jeux vidéo, Minecraft, League of Legends. Non, franchement, en prépa, les étudiants ne font pas que travailler. Bon, ça dépend des gens, moi j'y participais jamais. En tout cas, il y a des grosses fêtes qui sont organisées dans l'année, en général il y en a 5, ça s'appelle les soifs, et ça c'est vraiment les grosses stuff qui sont organisées après des grandes échéances. Par exemple, la soif de Noël, la soif d'après-concours. Et dans ce genre de fête, même les profs sont conviés, c'est pour dire. Quelle est la différence entre le lycée et la prépa ? Franchement, entre le lycée et la prépa, la différence, elle est vraiment minime. La prépa, c'est vraiment une continuité du lycée, il y a tout qui ressemble. Déjà, la prépa, ça se passe dans un lycée. On côtoie les lycéens, que ce soit dans la cour de récré, ou même au niveau des salles, il y a beaucoup de salles que l'on partage avec les lycéens. En ce qui concerne les profs, bon, certes, les profs de prépa n'ont pas le même niveau d'études, ni les mêmes diplômes que les profs de lycée en général, mais on croise toujours des profs de lycée. Par exemple, lorsque l'on fait des cols, eh bien, il n'est pas rare que le colleur en face de nous, ce soit un prof de lycée. Évidemment, il y a quand même des différences. La prépa, c'est beaucoup plus dur que le lycée. Un autre truc qui change, c'est ce à quoi ça prépare. Le lycée, ça prépare au baccalauréat. Le baccalauréat qui est un examen. Un examen, je le rappelle, ce qui compte, c'est ta note, et uniquement ta note. Pour obtenir ton baccalauréat, il faut que tu aies 10 de moyenne. Par contre, la prépa, ça prépare non pas à un examen, mais à des concours. Et les concours, là, c'est différent. Il n'y a pas que ta note qui compte, il y a aussi la note des autres. Car pour réussir un concours, il ne faut pas 10 de moyenne, mais par contre, il faut être dans les meilleurs dans le classement. Mais à part ça, lycée et prépa, franchement, c'est kiff-kiff. Rentrer seul d'une journée de prépa le soir, c'est démoralisant? Alors ça dépend vraiment des gens. Déjà, si tu es en internat, c'est forcément moins démoralisant, puisque bien évidemment, tu vas rester en contact avec tes camarades le soir. Il y a beaucoup de gens qui habitent pas loin de la prépa et qui rentrent le soir chez leurs parents. Et ça, franchement, c'est parfait pour le moral, de rester auprès de sa famille. Il y a ceux qui ont des chambres au Crous, qui rencontrent donc aussi plein d'autres étudiants qui sont un peu dans le même cas qu'eux. Donc là, à nouveau, je suis pas sûr que ce soit très démoralisant. Et il y a ceux qui, comme moi, avaient des chambres d'étudiants totalement à part. Moi, j'étais hébergé dans une maison de retraite pour curé. Et donc en première année, j'étais le seul étudiant de tout le bâtiment. Alors je te cache pas, au début c'était un peu dur, surtout avec la difficulté de la prépa qui me plombait le moral. Mais honnêtement, j'y ai rapidement pris goût, et finalement être tout seul pour travailler, ça peut quand même être un avantage. As-tu déjà voulu abandonner la prépa ? Au tout début de ma première année, franchement, ouais, j'étais pas bien. Ce qui me faisait surtout peur, c'était les maths. Parce que bon, la physique, je partais déjà avec un gros désavantage, vu que je n'avais pas fait de physique de tout le lycée. Donc pour la physique, je ne m'attendais à rien. Pour l'informatique, ça va, je me sentais pas perdu, je pensais que j'avais vraiment un bon niveau. Ce qu'on faisait en cours d'info, ça ne me faisait pas peur. Et par contre, pour les maths, j'ai quand même été sacrément surpris. Déjà au début, j'avais pas bien compris le principe d'école, j'avais pas capté qu'il fallait vraiment bosser des démonstrations, les apprendre par cœur, et les refaire en colle ensuite. C'est pour ça que lors de ma première colle, lorsqu'il fallait que je démontre le binôme de Newton, j'avais un peu improvisé et puis finalement j'avais pas vraiment abouti. Et c'est un peu à ce moment-là que je me suis dit que j'étais vraiment nul et que j'étais pas fait pour la prépa. Mais finalement, quelques jours après, la première note de DS est tombée. De mémoire, c'était un 12,5, mais la note on s'en fiche, c'est surtout le classement. J'avais fini 7ème de la classe, sur 45. Et en voyant ça m'a quand même soulagé parce que je me suis dit qu'on était tous dans le même panier. Et depuis ce jour, je n'ai plus jamais eu envie d'abandonner la prépa. La calculatrice est-elle autorisée en prépa ? Alors en DS de maths, à part de très rares exceptions, je crois que c'est arrivé qu'une fois qu'on ait le droit de l'utiliser, non. Après, en travaux dirigés en maths, parfois tu peux quand même demander à ton prof si tu peux sortir ta calculatrice. En général, si le prof est de bonne humeur, il va te répondre oui. La calculatrice, elle ne sert qu'à vérifier si on ne s'est pas trompé, ou à la limite à calculer des choses vraiment compliquées du genre 3 puissance 8. En DS, une fois, j'ai perdu 3/4 d'heure à calculer 3 puissance 8, un truc absolument à ne pas faire. Après, en physique, c'est très différent. En général, tu as toujours le droit à la calculatrice. Et même pas besoin du mode examen. Nous, en DS, on nous a jamais demandé de mettre le mode examen. Donc évidemment, ça te donne le droit d'insérer quelques petites formules si tu en as besoin. Et techniquement, c'est pas interdit, le prof n'a qu'à te demander de mettre le mode examen si ça lui pose problème. Est-ce utile de faire une 5/2 ?
Ce qu'on appelle une 5,5 en prépa, c'est le fait de redoubler sa deuxième année. Souvent d'ailleurs on ne dit pas redoubler mais on dit cuber. Et franchement oui, ça peut être très utile si tu veux obtenir de meilleures écoles que ce que tu as obtenu la première fois. En général dans une classe de deuxième année, il y a toujours entre 4 et 8 personnes qui sont en train de faire une 5,5. Donc déjà si tu refais une deuxième année, tu seras quand même en compagnie de quelques étudiants que tu connais. Mais la 5,5 c'est quand même une superbe opportunité. Parce que vu que tu connais déjà tout le programme et qu'a priori tu le maîtrises pas trop mal, tu vas voir que tous les cours que tu vas faire, eh bien tu vas vraiment les voir d'une autre façon. Tu vas pouvoir les analyser beaucoup plus en profondeur, comprendre beaucoup de choses que tu n'as pas comprises la première fois, et ça va te laisser beaucoup de temps libre pour bosser vraiment ce que tu as besoin de bosser, et pour encore mieux te préparer au concours. Le seul petit inconvénient, c'est qu'évidemment il y a une prise de risque, parce que si tu fais moins bien la deuxième fois, bah tant pis pour toi. Faudra évidemment repayer les concours, sauf si t'es boursier, et mine de rien, ça prend quand même une année supplémentaire de ta vie, c'est pas rien. L'autre inconvénient, c'est aussi au niveau des bonus de points, parce que si t'es pas boursier, là où en 3,5, c'est-à-dire la première fois où tu as fait ta deuxième année, tu avais un bonus de points pour les concours, eh bien en 5,5, ce bonus de points, tu ne l'auras plus. Est-ce nécessaire en deuxième année d'avoir un filleul ? En prépa, il y a souvent un système de parrainage quand tu es en deuxième année. Tu peux parrainer un première année que tu vas appeler ton filleul. En général, c'est quelque chose de pas tellement officiel, c'est quelque chose qui se fait comme ça entre nous. Mais est-ce que c'est vraiment utile et est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Tout d'abord, le fait de parrainer un étudiant de première année, bah en fait, ça n'implique absolument rien. Tu peux très bien au mois de septembre dire « lui c'est mon filleul » et puis finalement ne plus jamais lui parler de toute l'année. Mais tu peux aussi voir les choses différemment et prendre ça pour une opportunité. Puisque finalement, cet étudiant de première année, tu peux aussi l'aider. Et aider un étudiant de première année, ça peut être bénéfique pour les deux. Évidemment, c'est bénéfique pour l'élève de première année parce qu'il reçoit une aide, mais c'est aussi bénéfique pour l'étudiant de deuxième année puisque quand on aide quelqu'un, bah, ça veut dire qu'en fait on maîtrise le sujet, on sait de quoi on parle. Donc ça implique aussi de se poser les bonnes questions, de savoir comment formuler les choses. Et mine de rien, c'est une bonne source de révision parce que souvent au concours, on va parfois te demander des choses de première année. Et quand il va s'agir de réviser tes concours à la fin de ta deuxième année, bah, tu seras bien content d'avoir eu un filleul parce que toutes les choses que tu lui auras expliquées tout au long de l'année, bah t'auras pas besoin de les réviser à la fin de l'année. Comment gérer ces absences en cours ? En prépa, il y a quelque chose qui peut être super pénalisant, c'est les absences. Et ça, souvent, les absences, on n'y peut rien. Quand on a des problèmes de santé, quand on chope un rhume, une grippe, la plupart du temps, bah, on est obligé de faire avec. Et là où au collège ou au lycée, bah, c'est pas trop grave parce que c'est assez facile de rattraper des cours ou des DS que l'on rate, bah, en prépa, c'est un peu plus compliqué. Déjà parce que les journées en prépa sont en général très chargées. En prépa, bah, il y a certaines journées où tu fais du 8h-18h en ce qui concerne les cours, avec juste 1 heure de pause le midi, et t'enchaînes avec une colle de 18h à 19h. Et si t'as un rhume sur ce genre de journée, ça voudra quand même dire que t'as perdu 9 heures de cours et 1 heure de colle. 9 heures de cours, c'est énorme, t'imagines rattraper ça le soir? Et souvent, les heures de colle que tu rates, bah tu dois aussi les rattraper, tu dois t'organiser avec le colleur pour refaire la colle 1 ou 2 semaines plus tard. Donc évidemment, être absent en prépa, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter. Donc franchement, si t'as un peu mal à la tête ou un peu le nez bouché, lève-toi de ton lit et va bosser. Y a-t-il des filles en prépa ? Les CPGE scientifiques sont en grande majorité masculines. Alors ça n'a absolument rien à voir avec les recrutements, dans le sens où au niveau des dossiers, les garçons ne sont pas plus avantagés que les filles. Et ce qui est sûr, c'est que statistiquement, les filles sont bien moins intéressées par les filières scientifiques que par les filières littéraires ou artistiques. Effectivement, dans ma classe, en première année, il n'y avait que 6 filles au début de l'année, on a fini l'année à 5. En début d'année, les 39 autres élèves étaient donc des garçons. Et dans ma prépa, l'année suivante, toujours en première année en MP2I, c'était encore pire puisque sur 40 étudiants, il n'y avait plus que 2 filles. Et l'une des deux a même abandonné à la fin de la première année, ce qui fait qu'en deuxième année, la classe ne se retrouvera plus qu'avec une seule fille. Donc si t'es une fille et que tu veux tenter une prépa scientifique, n'aie pas peur, tu n'auras pas moins de chances d'être prise parce que t'es une fille. Et si t'es un mâle blanc hétéro qui va en prépa juste pour pécho, franchement, laisse tomber. Comment se déroulent les DS en prépa ? Les devoirs surveillés, ça fait partie des choses qui ne changent pas par rapport au lycée. Mais il y a quand même quelques différences et elles sont importantes. Tout d'abord en prépa, les DS sont prévus longtemps à l'avance, voire même très très longtemps à l'avance, puisque a priori, on connaît la date de tous les DS, dès le début de l'année. On sait donc chaque semaine sur quelle matière on va être évalué. Oui, parce qu'attention, chaque semaine, il n'y a qu'un seul DS. Bon, très rarement on en a 2, mais en général, chaque semaine, le DS portera sur une et une seule matière. Pour les DS de maths, il va falloir toujours prévoir
avoir entre 3 et 4 heures de ton temps. Bah oui, les DS de maths sont longs, mais ça va être la même chose au concours, il faut bien s'y préparer. Et la plupart des DS, ça sera des DS type concours, autrement dit, on prendra des annales de concours, en général les concours CCINP ou MINPON, ça permet évidemment de savoir à quoi s'attendre. Et attention, car de temps en temps, les profs un peu plus farfelus vont rajouter des questions de cours dans leur DS. En ce qui concerne les DS de physique, c'est à peu près pareil, souvent un méli-mélo d'annales de concours. Pour l'informatique et l'anglais, c'est globalement la même chose. Et pour le français, souvent le prof se permet quelques libertés, notamment en choisissant le texte dont il va falloir faire un résumé, ainsi que le sujet de dissertation. Et attention, les notes de DS, c'est vraiment n'importe quoi. On a la note qui correspond au cumul de nos points, une sorte de note pondérée ramenée à 20 avec une histoire de pourcentage dont j'ai jamais rien compris, une autre note pondérée en fonction de la note du majorant, autrement dit celui qui a eu la meilleure note. On peut aussi avoir une note type concours où la note en général est vachement moins bonne, et aussi une note type bulletin qui là au contraire est en général plus haute puisque c'est juste fait pour pas nous saquer. Mais donc franchement en DS, ce qui compte c'est pas du tout la note, c'est surtout ton classement. Y a-t-il des DM à rendre en prépa ? À cause des mathématiques, il ne faut pas t'attendre le week-end à avoir beaucoup de temps libre, puisqu'effectivement, les profs de maths en prépa adorent donner des devoirs à rendre. En première année, la plupart des DM sont des exercices créés par le professeur ou piochés à gauche, à droite. Et en deuxième année, attends-toi à ce que les DM à rendre, ce soit plutôt des exercices type CCINP, autrement dit, les exercices que tu auras à tes oraux de concours. Le fait de nous les donner à faire à la maison, ça nous permet simplement de chercher et donc de s'entraîner sur tout ce qu'on nous demandera le jour du concours. Les DM ne sont pas notés ou très rarement. Des DM, tu en auras aussi régulièrement en physique, un peu plus rarement en informatique. Ouais, des DM à rendre sur papier en informatique, on en a peut-être eu 2 ou 3 sur mes 2 ans de prépa. Par contre, en informatique, tu auras aussi des projets. Les projets, c'est plus des projets de groupe où tu vas devoir programmer quelque chose avec évidemment un cahier des charges à respecter. Et les projets, ça se fait sur plusieurs semaines, donc faut bien s'organiser pour ne pas perdre du temps. Les cours sont-ils obligatoires en prépa ? Les cours en classe préparatoire, c'est pas du tout comme à la fac. Les cours magistraux à l'université, la plupart du temps, sont facultatifs, il y a que les TD qui sont obligatoires. Par contre, en prépa, c'est très différent. Quand tu es inscrit en prépa, tu as le devoir d'être présent à tous les cours, à tous les TD, bref, tout le temps. Même les heures de préparation de TIPE sont techniquement obligatoires, les profs exigent ta présence. Même si on va être très honnête, beaucoup d'étudiants ne le respectent pas. En tout cas, pour les cours, oui, ta présence est obligatoire, et si t'es absent tout le temps, gare à tes fesses. Mais surtout, c'est pas tellement comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut voir les cours de prépa comme une opportunité. Les cours en prépa, ça te permet d'apprendre mieux et plus vite. Ça te permet aussi d'avoir un prof à disposition à qui tu peux poser des questions si tu ne comprends pas, ou si tu as envie d'élargir tes connaissances, puisque la curiosité en prépa, crois-moi, c'est une vraie qualité. Donc ne pas venir en cours juste parce que t'as la flemme, déjà ça peut te porter préjudice d'un point de vue administratif, mais pas que. Au niveau de ton travail, ça va aussi pas mal te pénaliser. C'est quoi un TD en prépa ? Les TD ou travaux dirigés, ce sont simplement des heures qui sont prévues dans l'emploi du temps, pendant lesquelles on n'écoute pas un prof qui parle pour nous apprendre de nouvelles choses ou pour faire des démonstrations hallucinantes, mais pendant lesquelles on s'entraîne sur des exercices. Et les travaux dirigés portent évidemment très bien leur nom, puisqu'on n'est pas totalement en autonomie non plus. Certes, on a notre cahier ou notre feuille, ainsi que notre stylo, c'est à nous de faire les exercices, c'est à nous d'essayer de chercher sur notre feuille, mais déjà d'une part, c'est quand même courant de s'entraider pendant ces heures de TD, souvent on travaille en groupe avec ses voisins, et d'autre part les profs passent dans les rangs, donc dès qu'ils voient une absurdité sur notre feuille, évidemment ils nous le font remarquer. Et dès que le prof constate que tout le monde a un peu avancé sur l'exercice, soit il propose de faire lui-même la correction au tableau, soit il envoie quelqu'un au tableau pour corriger devant toute la classe. Et crois-moi, aller corriger un exercice de TD au tableau devant toute la classe, c'est un exercice super intéressant car ça t'apprend à gérer ton stress et ça t'entraîne pour les oraux des concours, puisqu'évidemment pendant les oraux, tu dois aussi parler, t'exprimer devant le jury. Y a-t-il de la chimie en MP2I ? Les filières MPSI et MP2I ont beaucoup de points communs. Mais il y a quand même une grosse différence, c'est que les MP2I n'ont pas de chimie, du moins en première année. Et ça, c'est quand même un sacré avantage pour beaucoup de personnes, parce que j'ai cru comprendre que très peu d'étudiants aimaient la chimie. En revanche, rappelle-toi qu'à la fin du premier semestre de MP2I, tu as un choix à faire. Soit tu pars en option informatique, et là, ne t'inquiète pas, tu n'auras toujours pas de chimie, soit tu peux partir en option sciences de l'ingénieur, où là, par contre, tu seras obligé de faire 1 heure de chimie par semaine. En fait, cette
cette heure de chimie par semaine que l'on te rajoute, c'est pour te permettre de rattraper ton retard en chimie, puisqu'évidemment si tu pars en option sciences de l'ingénieur, l'année suivante tu seras obligé de partir en filière MP. Et la filière MP, rappelle-toi qu'en première année, ils étaient en MPSI. Et en MPSI, eux, ils ont de la chimie. Donc pour éviter en deuxième année d'avoir un décalage sur le programme de chimie, on est obligé de te rajouter une heure de chimie en option sciences de l'ingénieur. Par contre, que tu sois en MP ou en MPI en deuxième année, malheureusement tu n'y couperas pas, tu auras quand même un peu de chimie. Et rassure-toi, en MPI, ça sera quand même très faible, hein. Tu auras au plus 2 chapitres de chimie, donc ne t'inquiète pas, ça reste quand même très faible. Y a-t-il du français en prépa ? La prépa sans doute la plus généraliste, c'est sûrement la MP2I. Puisqu'au premier semestre de MP2I, on a 6 matières. Les maths, la physique, l'informatique, les sciences de l'ingénieur, l'anglais et le français. Alors le français, attention, ça regroupe aussi de la philosophie, donc en fait on appelle ça plus le français philo, ou parfois on appelle ça aussi les lettres. Toujours est-il que oui, tu n'y couperas pas. Et alors qu'est-ce qu'on y fait en cours de français ? Déjà en amont, pendant tes vacances d'été, tu es censé lire 3 livres. Ces livres changent chaque année, puisqu'en fait, chaque année, il y a un thème en français. Moi, en première année, mon thème c'était l'enfance, et en deuxième année, c'était le travail. Et donc pendant chaque vacances d'été, tu as effectivement 3 livres à lire, donc ça fait 6 au total sur tes 2 ans de prépa. Et pendant les cours de français, eh bien on parle justement des ouvrages. Mais pas que, on parle aussi beaucoup des auteurs, on raconte la vie des auteurs, ce qu'ils ont vécu dans leur enfance, la météo qu'ils faisaient quand ils étaient nés, le nom de leur chien, la marque de café du voisin de celui qui habitait à l'étage du dessus, et dans quel but ? A priori, l'objectif des cours de français en prépa scientifique, c'est déjà de garder une petite culture littéraire quand même, et c'est aussi parce que quand t'es ingénieur, tu dois aussi faire des comptes rendus de ton travail. Donc quand t'es ingénieur, t'es censé savoir bien parler français, t'es censé savoir t'exprimer pour faire de jolis comptes rendus, pour faire de jolis articles scientifiques, et évidemment tout ça, ça passe par la maîtrise de la langue, et donc par les cours de français. Mais bon, je te rassure, cet argument, je suis quand même pas très convaincu. Y a-t-il des pauses en prépa ? Une journée de prépa type, c'est fait de cette façon. Les cours commencent à 8h le matin, on a cours jusqu'à midi, entre midi et 13h on mange, autrement dit le midi on n'a qu'une heure de pause, et ensuite on enchaîne les cours jusqu'à 16, 17, voire 18h. Et ça c'est sans compter les calls qui viennent s'ajouter souvent tard le soir, hein, parfois jusqu'à 19h. Ça peut paraître super dense, et oui, je te le confirme, c'est super dense. Et heureusement tout au long de la journée, on a quand même des pauses, hein, notamment à 10h, c'est comme au lycée, hein, il y a la récré, et l'après-midi à 15h on a aussi une petite pause. Et parfois, je dis bien parfois, hein, pas tout le temps, entre notre dernière heure de cours de la journée et nos calls qui arrivent le soir, on a 1, 2, voire même parfois 3 heures de libre. Alors soit on en profite pour se détendre un peu avant notre call, soit on en profite pour la bosser un max et finir les révisions de dernière minute. Mais parfois ça s'enchaîne, on n'a aucune heure de libre entre notre dernier cours et notre call, et là franchement je peux te le dire, c'est pas agréable. Alors ce que je vais te dire, je t'incite pas forcément à le faire parce que c'est pas bien, et c'est vrai que de temps en temps dans l'heure de cours qui précède ton heure de colle, si tu as le temps de caler quelques petites minutes de relecture d'une démonstration, ça ne peut pas te faire de mal. Comment est le calendrier scolaire de prépa ? Comme je l'ai déjà dit, la prépa, ça se déroule dans un lycée. Autrement dit, le calendrier scolaire de prépa, eh bien, il suit le calendrier scolaire du lycée. Cela signifie donc que l'on commence la prépa début septembre, on a 2 semaines de vacances à la Toussaint, 2 semaines de vacances à Noël, 2 semaines de vacances en février, 2 semaines de vacances pour Pâques, et on termine les cours fin juin. Alors ça, c'est le calendrier de première année, un calendrier classique, comme tu as déjà l'habitude. En deuxième année, c'est un peu plus complexe, mais ça ne change pas tant que ça, tu commences toujours début septembre, tu as toujours les mêmes vacances, les vacances de la Toussaint, Noël et février. Les vacances de Pâques, officiellement t'es en vacances, mais en fait en réalité tu vas plutôt bosser tes concours. Donc évidemment à ce moment-là tu travailles en autonomie, puisque le lycée est fermé, donc les profs sont pas disponibles. À la fin des vacances de Pâques, en général tu as toujours 2 semaines ou 3 semaines de, entre guillemets, vacances, mais à nouveau, c'est pas vraiment des vacances, parce que pendant les 2 ou 3 semaines qui suivent les vacances de Pâques, en général, tu seras en train de passer les écrits de tes concours. Après ces 2 ou 3 semaines d'écrits de concours, tu reviens au lycée, en général pour 5 semaines, pour déjà d'une part finaliser ton TIPE, mais aussi réviser en classe entière avec les profs les oraux des concours. Et c'est seulement mi-juin que la deuxième année se termine officiellement. Se termine plus ou moins, parce que derrière, t'as toujours les oraux de concours jusqu'à mi-juillet. Combien de temps faut-il dormir en prépa ?
S'il y a bien une chose que les profs de prépa détestent, c'est que tu dormes en cours. C'est pourquoi avoir un bon sommeil réparateur, c'est super important. En ce qui me concerne, en première année, je me couchais en moyenne vers 22h30, 23h. Mais j'ai rapidement compris que j'allais devoir me coucher un peu plus tard si je voulais vraiment bosser à fond. Donc j'ai rapidement repoussé l'échéance du sommeil vers 23h30, voire même parfois minuit. Et en deuxième année, c'était très courant que je me couche vers minuit et demi. En deuxième année, je crois que le pire que j'ai pu faire, mais je pense que je l'ai fait qu'une fois, c'était 1h du matin, mais j'ai jamais fait au-delà. Et encore, il me semble que le lendemain, je commençais exceptionnellement à 10h, donc c'était pas trop grave. Par contre, le matin, j'avais toujours une heure de réveil fixe, c'était 6h30 ou 6h45 en fonction de mon humeur. Et donc je ne suis pas certain que je sois vraiment un exemple en matière de sommeil. Ce que je te conseille en prépa pour être sûr d'avoir vraiment un sommeil réparateur, c'est de dormir au moins pendant 7 heures. Moi, tu vois, avec les horaires que je viens de te citer, je dormais en général 6h, 6h30. Et si tu peux dormir plus, 7h, 7h30, voire même 8h, si tu peux, faut pas hésiter, bah franchement, fais-le, parce que le sommeil en prépa, ça vaut vraiment de l'or. C'est quoi ta meilleure note en prépa ? Alors je vais te dire mes meilleures notes pour chaque matière. En DS de mathématiques, ma meilleure note c'était 18. Mais en fait le jour où il y avait le DS, j'étais en train de tourner une émission de télé à Paris. Oui, c'était Tout le monde veut prendre sa place. Donc du coup j'ai rattrapé le DS le lendemain chez moi, et puis je l'ai fait en guise de DM. Donc officiellement j'étais pas vraiment dans des conditions de DS. En revanche en conditions de DS, en mathématiques c'était 16. En colle de maths, ma meilleure note c'était 18. Et dans les petites interros de cours qu'on nous faisait en première année, j'avais souvent des 20. En DS de physique, ma meilleure note ça a été 11,75. C'est la dernière note d'ailleurs que j'ai eue en deuxième année. Donc en physique, sur mes 2 ans de prépa, j'ai vraiment beaucoup progressé. Alors les DM de physique n'étaient jamais notés, et pour les cols, ma meilleure note c'était 15. En DS d'informatique, ma meilleure note c'était 16,5, en colle c'était 15, et la plupart des DM et des projets en informatique étaient notés, et une fois j'ai eu un 19,75 en DM. Je peux te dire que ce jour-là, à la fin du cours, j'ai essayé de négocier 0,25 avec le prof. En DS d'anglais, ma meilleure note ça devait être 12,5, en colle c'était 14, et avec les interros de vocabulaire, j'ai déjà eu un 18. Pour le français en DS, ma meilleure note c'est 14, et en colle c'est 18. C'est quoi ta pire note en prépa ? Eh bien à nouveau, je vais te donner mes pires notes en fonction de chaque matière. En mathématiques en DS, j'ai déjà eu un 3, et quand même pour me dédouaner, je prenais à chaque fois les sujets difficiles en DS. Donc on va être très honnête, parfois certains des sujets étaient totalement infaisables. En colle de maths, ma pire note c'était 9, et dans les interros de cours de maths, j'ai dû avoir une fois 2 sur 5. En physique par contre, c'est un peu moins joli. En DS de physique en première année, j'avais toujours entre 2 et 5, donc franchement des 2, j'ai dû en avoir plusieurs. En colle, ma pire note ça a été 3. Ouais, ce jour-là, avec les diagrammes de Clapeyron, j'avais vraiment fait n'importe quoi. En DS d'informatique, ma pire note ça a été 2,5. Alors là franchement c'était vraiment un accident parce que ma deuxième pire note c'était 7. En colle d'informatique, ma pire note c'était 11. Et pour les DM et les projets, ma pire note c'était 10. En DS d'anglais, ma pire note c'était 8. En colle c'était 9. Et pour les interros de vocabulaire, c'était 9,5. En DS de français, ma pire note c'était 7. Et en colle de français, j'ai jamais eu en dessous de 14.